Shalom, 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 shalom. Assalamu alaikum. Voilà, j'espère que vous m'entendez. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Hein. Alors, j'espère que vous êtes en train de passer un très bon week-end. J'espère aussi que de là où vous êtes, en fait, vous avez la paix. Comme me dit Ruth Esther de la vie, shalom, shalom à tous. Merci Abdullah Khatlo, Yagibo, Yamadenobo, tonton. Donc, merci. Alors, avant de commencer justement ce deuxième numéro des Belles Lettres sénégalaises, de cette espèce de chronique qui vous permettent justement de pouvoir aller vers les livres, justement des livres qui vont vous parler, puisqu'elles racontent waaw moom la Moustapha Ndiaye c'est grand donc des livres justement qui peignent un peu les réalités sénégalaises dans une certaine mesure, et dans une autre également des livres qui peignent aussi des réalités africaines en général. Et justement aujourd'hui j'ai décidé, après de vous avoir parlé de la première fois de Mohamed Bougar Sarr, de Souleymane El Gas, de Felwine Sarr, de Pape Moussassi, de Ndeye-Marie Aïden Ndiéguène, et enfin de Amidou Sambaba. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir, mais vraiment un honneur et un plaisir de vous présenter 4 écrivains. Je ne sais pas si je parviendrai à le faire, parce que pour le dernier, ce sera un peu difficile. Il s'agira bien entendu de Ouzin Thiombiano pour son recueil de la pluie et du beau temps. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de 4 auteurs. Il s'agit tout simplement d'abord de Emilien, d'accord. Il s'agit de vous parler comment dirais-je, de Mactar Sarr, de vous parler de Mactar Diop, de vous parler de Ouzin Thiombiano, comme je l'ai dit la dernière fois, tout à l'heure, et de vous parler en dernier lieu de Jos Dogène. Alors, vous me direz naturellement comment ça se fait que Jos Dogène ou Jos Dogène fasse partie justement des écrivains sénégalais dont j'ai envie de vous parler. Mais c'est plus par choix de méthode que je l'ai choisi. Et je vais vous le démontrer au fur et à mesure qu'on avancera justement dans cette vidéo. L'objectif n'est pas sans doute de vous exposer de façon scientifique ou de façon très littéraire des procédés d'écriture, ou voilà, de vous expliquer dans sa complexité et de façon assez large les livres, mais c'est de vous inciter tout simplement à aller lire vos compatriotes, à savoir ce qui se fait par la jeunesse sénégalaise, ce qui se fait de mieux aussi par la jeunesse africaine. Alors, pour les 4 auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent en eux. Ils ont plusieurs points qui leur sont communs. Même s'il y a naturellement quelques différences qui est tout à fait naturelles, puisque aussi ces 4 individus, des parcours assez différents, mais qui se retrouvent sur une thématique qui m'a permis justement de les regrouper aujourd'hui par 2. Donc je vous parlerai dans un premier temps de Jos Dogène et de Mactar Sarr, et puis je vous parlerai naturellement également de Mactar Diop et de Ouzin Thiombiano. Alors l'objectif est tout simple. Pour les 3 auteurs sénégalais que nous avons, Mactar Sarr, Mactar Diop, Ouzin Thiombiano, en fait, ils ont pratiquement le même parcours. Que ce soit du début de l'élémentaire jusqu'au lycée, ils ont pratiquement le même parcours. Et ce n'est qu'à partir du lycée où chacun décidera de prendre son chemin. Mais derrière tout simplement cette différence qui peut paraître fondamentale, il y a un point qui me semble très intéressant et dont je voudrais vous partager. C'est que ces 3 auteurs ont une même passion, ils ont une passion commune. Il s'agit de la poésie. Mactar Sarr, je vous le rappelle, a écrit un livre qui s'appelle
L'Afrique en feu, dont moi-même j'ai eu un grand plaisir justement de faire une chronique lors de l'émission de Pas Sonore qui a été présentée par le binôme Papa Alioune Sarr. Et justement, Pape Makhtar Diop a écrit un livre que je vais vous présenter aujourd'hui qui s'appelle Souffle. Et en dernier lieu, Ouzan Chambiano qui a écrit de la pluie et du beau temps. Alors, derrière cet élément, nous allons nous rendre compte en fait pour ces trois Sénégalais, la poésie devient pour eux l'art tout simplement d'une conversation d'abord avec soi-même, l'art de l'évacuation des émotions qui les habitent, fussent-elles tristes ou joyeuses, dynamiques ou statiques, conversation personnelle ou tout simplement ouverture vers autrui. Alors le quatrième est assez atypique pour une raison très simple, c'est qu'il est très difficile de le présenter de par les nombreuses casquettes qu'il porte. Il s'agit naturellement de Jos Dogène, qui est quadragénaire, qui s'est défini comme étant un conteur africain, qui est également chroniqueur littéraire, et qui est animateur culturel et qui anime les palabres autour des arts, dont moi-même j'ai eu l'honneur et le plaisir d'avoir été invité une fois pour parler justement de Silence du cœur de Mohamed Bougarsar, il y a de cela, je crois, 2 mois ou peut-être 1 mois et plus. Mais enfin, après cette présentation justement qui permet de connaître un peu ou un tant soit peu les écrivains dont je vais vous parler tout à l'heure, je vais vous parler justement comment ça se fait et pourquoi j'ai décidé de parler de Makhtar Sarr et Jos Dogène, puis de Ouzan Chambiano et Makhtar Diop. Alors, qu'il s'agisse de Makhtar Sarr a publié 2 livres. Makhtar Sarr, je le rappelle, est doctorant en sociologie à l'université de Bordeaux, après avoir fait ses études supérieures à l'université de Poitiers, en sociologie toujours. Donc Makhtar Sarr a écrit 2 livres. Le premier, c'est, je vous le disais tout à l'heure, L'Afrique en feu, dont je vous invite tout simplement à lire. Et le second, en fait, livre de Makhtar Sarr, il s'agit d'Itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit. Alors Makhtar Sarr, c'est sans doute parmi les 3 autres, en fait, celui que je connais le mieux, pour avoir été avec moi, un camarade du collège. Nous avons fait ensemble la classe de 3e, le brevet ensemble. Puis après, il y a eu le fameux déplacement dans la capitale sénégalaise, à Guédiawaye, l'endroit où je réside, où je suis domicilié, avant de débarquer en France pour mes études. Et voilà, Makhtar Sarr, qui est un apprenti sociologue. Et je vais vous parler aussi également de Jos Dogène, dont je vous ai fait tout à l'heure la présentation qui est beaucoup plus vaste et dont je vous découvre vraiment, mais véritablement aller découvrir en fait ce personnage qui est Jos Dogène. Alors, voici ce livre. Pars mon fils, va au loin et grandis. Les 2 auteurs dont je vais vous parler aujourd'hui se retrouvent dans une espèce de thématique dont je pourrais appeler des récits d'égotisme. Alors, par récit égotisme, il faudra comprendre tout simplement, c'est un clin d'œil que je fais à Stendhal, qui avait écrit justement un livre autobiographique dans lequel il y a une manifestation visible en fait du jeu, à ne pas confondre avec l'égoïsme. Alors, que ce soit Jos Dogène, que ce soit Makhtar Sarr, dans L'Itinéraire d'un vieux jeune homme ou dans Pars mon fils, va au loin et grandit, le jeu occupe une place centrale et c'est le jeu qui permet justement de déployer un peu la narration et c'est le jeu qui permet non seulement, qui est à la fois l'objet et le sujet du livre, mais dans ces 2 livres, la thématique qui est essentielle, c'est l'exploration ou la compréhension de soi. C'est-à-dire, ces 2 auteurs, qu'il s'agisse de Makhtar Sarr ou qu'il s'agisse tout simplement de, comment dirais-je, de Jos Dogène, à la lecture justement de ces livres, on sort en ayant tout simplement, une compréhension beaucoup plus accentuée, une compréhension beaucoup plus fine de ce que furent ces auteurs, de ce qu'ils ont été et probablement de ce qu'ils sont actuellement. Par mon fils va au loin et grandit est un livre qui a été publié par Jos Dogène, dont je rappelle qu'il a publié 3 livres, Le clan Boboto,
que j'ai lu, Votre message n'a pas été renvoyé, qui est un roman épistolaire qui a été publié en 2010. Flot d'encre, recueil de nouvelles, Sous mes paupières, Extérieure vie, Nouvelle type. Donc c'est un ouvrage collectif qui a été publié à l'Harmattan en 2014. Et Par mon fils va au loin, c'est marqué roman. Mais en réalité, je ne sais pas si le titre de roman est approprié dans la mesure où, par roman, on suppose quelque chose, un récit où tout simplement la fiction occupe une place importante, même si la fiction est toujours portée, ne serait-ce par des faits qui sont réels, des faits qui ont un soubassement de la réalité vécue par l'auteur ou peut-être contemplée, vue au loin. Alors, ce qui fait que je recuse dès l'entrée qu'on s'appelle l'emploi du terme roman. En réalité, si on parle de roman, dans ce sens-là, prenons, non pas dans l'acception la primaire que nous pouvons avoir du terme de roman, mais prenons-le dans le sens de Bildungsroman, c'est-à-dire un roman d'initiation, un roman de voyage. Et dans ce cas-là, peut-être ce qui c'est l'expression ou le terme qui serait le mieux, c'est de dire tout simplement récit de vie ou récit initiatique ou dans une certaine mesure conte initiatique. Mais disons récit, je préfère, ou témoignage. Et pourquoi je vais vous le dire, je vous l'explique. Par mon fils va au loin et grandit, c'est un livre que Diogène écrit pour relater tout simplement sa vie en tant qu'étudiant africain. Je le rappelle, est d'origine franco-congolaise. Et Par mon fils va au loin, c'est tout simplement une espèce d'injonction qu'il reçoit de la figure paternelle. Joss, qui se définit comme étant un adolescent dans le début du livre, nous avons tout simplement un adolescent qui a une vie plutôt paisible, plutôt calme, puisque ses deux parents travaillent. Il est certes pas dans le besoin de faire quoi que ce soit. Et il y a aussi cette jeunesse qui est marquée fortement par cette espèce d'insouciance ou d'inconscience. Néanmoins, l'auteur a un projet qui lui tient à cœur depuis belle lurette, c'est de faire ses études en France. Et il rêve particulièrement de l'Auvergne que je connais très très bien, pour y avoir fait ne serait-ce que des années d'études, donc en particulier Clermont-Ferrand. Et Par mon fils va au loin, c'est une sorte de... L'auteur nous raconte en fait ses nombreuses pérégrinations. C'est-à-dire, d'abord, et il y a une multiplication des espaces qui nous permet justement de pouvoir comprendre l'essence de ces livres, mais de pouvoir également l'apprécier à sa juste valeur. Et je m'en vais de façon très simple vous lire le prologue qui me paraît intéressant et qui, dans une certaine mesure, vous met un peu dans le bain. Mais qu'y avait-il de plus beau que d'écrire du bout des doigts à l'encre de mon inspiration? C'était la plus belle façon de composer, disait-il. Je pris donc mon clavier et de mes doigts agités, je me mis à tapoter. Pour qui, pourquoi, peu importe, le besoin était là. Alors je laissais couler les mots au rythme de mes flots. Les gens partent parfois et ne reviennent pas. Les gens arrivent sans vraiment rester. Pourquoi donc les rencontrer? Sûrement pour créer ce qu'un jour quelqu'un a nommé le souvenir. Ça me rappelle beaucoup de choses, les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais. Je me rappelle alors de bien des efforts, je me rappelle des éclats de rire, des danses endiablées et du son du djembé. Je me rappelle de cette odeur, pas de cette odeur, je me rappelle cette odeur parfumée et ce goût épicé. Vous pouvez partir, mais vous n'emporterez pas mes souvenirs. Voilà pourquoi les gens s'en vont sans même être arrivés, c'est pour le souvenir. Pourquoi tu te rappelles? Qui donc vais-je croiser dont je me rappellerai aujourd'hui? Tiens, un accusé de réception. Serait-ce le son du passé? Certainement. Car je ne l'entends plus, c'est comme cela tout le temps, mais mes mots résonnent et emportent avec un souvenir gravé. Voilà le prologue que nous pouvons lire dans Par mon fils va au loin et grandit. Je vous l'ai dit, ce roman nous transporte dans plusieurs espaces géographiques. Il débute d'abord par le Congo, qui est le royaume d'enfance, qui est plutôt le royaume où tout se passe plutôt bien. L'auteur semble mener une vie paisible, puis automatiquement,
cet enfant qui était inconscient, cet enfant qui était insouciant, décide tout simplement de prouver à son père qu'il a grandi et qu'il mérite tout simplement que ce dernier lui accorde une confiance totale. Et destination, le Sénégal, pour y faire 3 années d'études. Mais ces 3 années d'études sont également partir. C'est dans une première mesure, c'est se chercher soi-même, c'est se construire, c'est se donner tout simplement une personnalité. Alors en se donnant une personnalité, c'est se refuser tout simplement d'être ce qu'on pourrait appeler un fantoche. Fantoche, c'est-à-dire c'est un être sans personnalité qui dans une certaine mesure me rappelle un peu l'œuvre d'Alfred de Musset, une de ses pièces théâtrales qui s'appelle Fantasio. Et avec tout simplement comment on peut se moquer de ces êtres fantoches. À Dakar, on quitte le Congo pour se retrouver à Dakar, pour les études naturellement. Et à partir de Dakar, il y a des événements qui vont se passer et dont l'auteur nous raconte, mais avec 3 formes d'écriture qui me paraissent intéressantes dans ce livre. Et c'est la raison pour laquelle je vous le montre encore par Mon fils va au loin et grandit de Jos Degen. Pourquoi ce livre est intéressant? Les 3 techniques d'écriture relèvent de ce qu'on appelle le système des mails. Ensuite, il y a le récit qui naturellement porte la narration et en même temps nous dévoile des anecdotes qui sont croustillantes, qui nous feront rire. L'auteur s'affiche, il se met complètement à nu. Au sortir de ce livre, vous aurez l'impression d'avoir vécu pendant 10 semaines, comment ils appellent, de week 0 à week 10 ou je sais pas, week-end 10. Et puis, écrire, partir aussi également le moment de la découverte de soi où l'on se rend compte, malgré la solitude qui puisse nous habiter, il y a quelque chose de fondamental qui se réveille en nous, c'est le pouvoir de l'écriture, mais c'est également le pouvoir des mots. Les mots qui nous consolent, les mots qui nous permettent aux autres d'être au parfum de nos nouvelles, les mots qui nous permettent, dans une certaine mesure, d'exhumer notre être, de l'appréhender, de le comprendre, afin de pouvoir mieux dessiner sa personnalité. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental, d'extraordinaire. Donc je parlais du système des mails, je parlais du récit, et puis il y a ces temps de pause qui permettent justement de casser le rythme du livre, de se livrer à une espèce de poésie. Je vous assure que je n'avais jamais eu conscience que Jos Degen était capable d'écrire des poèmes. Je ne m'en vais pas sans doute le flatter jusqu'à la fin du livre. Il y a des textes, des poèmes qui sont très peu travaillés, dont je trouve pas tout à fait intéressants. Mais il y en a de ces textes poétiques qui ne peuvent pas vous laisser indifférents. Ils toucheront sans doute votre personnalité et vous, vous appellent à l'amour pour la poésie, à l'amour du texte qui est travaillé et qui est différent. C'est l'écriture en vers. Qu'il soit rimé ou pas, l'essentiel c'est d'avoir l'âme de la poésie, la question du rythme qui est fondamentale. Alors de Dakar, on se déplace également pour venir en France. En France, on pose ses pieds dans le département du Loiret, c'est-à-dire à Orléans. Là encore, c'est une nouvelle vie qui commence. Une vie qui est plutôt très difficile, une vie qui sera marquée par de constants départs. Parce que partir, et sans doute ce que Jos Degen a compris, partir fait partie et quelque chose d'inhérent en l'individu. Quand l'ici ne va pas, la solution ne peut être envisagée que vers l'ailleurs. Et c'est en cela que justement je trouve l'œuvre de Jos Degen intéressante. C'est que pourquoi partons, comment partons et dans quelle mesure peut-on partir? Il y a autant de questions qui se retrouvent dans ce livre et autant peut-être des réponses que nous pouvons trouver ou peut-être que nous allons essayer de déplacer. Alors, du Loiret, on se déplace jusqu'à Paris, on descend ou remonte plutôt vers Paris, puis on descend jusqu'en Auvergne et enfin on descend encore vers le sud, vers les Pyrénées-Atlantiques. Ensuite, c'est aussi un déplacement vers, la Manche, puis un déplacement aussi vers du côté de l'Espagne. Et on aura cette impression que ce roman qui est fait du verbe de partir est aussi un roman où l'action ne cesse toujours de s'arrêter. On a cette impression que le roman, de la même façon qu'il y a un déplacement de lieu, c'est de cette même façon que l'écriture aussi va se déplacer de façon constante. Et en se déplaçant aussi, elle va révéler
un signe de maturité, et il va poser des questions ontologiques, des questions existentielles. Par mon fils va au loin et grandit de Just Degen est un livre qui tout simplement je recommande naturellement à tous les étudiants africains ou à tous les étudiants étrangers. Pourtant, Just est français. Mais le fait est de venir dans, d'être ici dans notre monde, dans notre continent, fait que les choses sont beaucoup très difficiles et souvent euh, le voyage contient, c'est une espèce d'aventure au sens premier du terme, c'est-à-dire on ne sait pas ce qui peut advenir. Et en réalité, Joss aura l'impression que toute sa vie est faite de déplacements, soit lointains, soit de courts déplacements, ou même de cette migration de l'écriture, puisque l'écriture aussi ne reste pas statique, l'écriture se déplace, et en se déplaçant, elle épouse aussi des genres qui sont différents. Et les gens dont je vous avais parlé tout à l'heure, du système de mailing, du système du récit classique, qu'on peut retrouver dans tous les romans que vous voulez, dans toutes les civilisations, fût-elle occidentale, africaine, etc. Mais aussi de cette écriture de la poésie vers le roman, de la poésie vers la prose, et ça qui me paraît quelque chose de fondamental. Et on se rend compte, en fait, l'auteur se déplace. Quand il y a des conditions qui sont difficiles, il se déplace également à la recherche d'une carrière qui tarde à venir, parce que sans doute il faudra le rappeler après sa graduation pour paraître un peu plus moderne aujourd'hui, c'est que l'auteur est le seul à n'avoir pas trouvé de travail et il va vivoter. Et c'est d'où la raison de ces déplacements. Et ce qui est extraordinaire, c'est la sincérité avec laquelle l'auteur s'affiche. Il y a des anecdotes croustillantes, la façon dont il parle du sexe est intéressante. Parce qu'il y a des belles métaphores justement pour parler de l'acte sans pour autant choquer le lecteur. Mais aussi, il me paraît, je suis tout à fait surpris, je suis totalement, comment ça s'appelle, ébahi de la capacité d'écriture, de la capacité de Joss à nous captiver dans son élan d'écriture. Et je voudrais vous lire un extrait qui m'a beaucoup touché, moi et la plupart de ceux qu'il appelle dans le clan Boboto des Moana Yapoto, c'est-à-dire tout simplement de ces immigrés africains, qu'ils soient de la France et d'ailleurs. C'est la page 145. Et on a comme l'impression, l'auteur, au fil de ses nombreuses pérégrinations, semble trouver la réponse de pourquoi de tant de départ. Et à la page 45, il écrit ceci. À tous les miens qui s'étaient étonnés de cette nouvelle émigration, je dis que c'était la première fois que partir relevait d'un acte totalement volontaire, même si cette résolution leur semblait soudaine. Je tentais ainsi de rassurer mon monde, affirmant que je savais exactement ce que je voulais, mais le savais-je vraiment? Chacun de mes exils avait été motivé par des causes pragmatiques, mais cette fois, j'ai plutôt l'impression que c'était la déception qui avait guidé mon choix. Je l'avais entériné au sortir d'un nouvel entretien plus que décevant. La grosse goutte qui avait fait déborder le vase, qui n'attendait que cela pour reprendre son trop-plein de frustration, je m'en voulais à mort d'avoir tant retardé ce départ. Depuis plusieurs mois, j'aurais dû crier out et quitter le ring pour ne pas suivre Mohamed Ali dans son Parkinson. Pour le king des rings, c'était son corps qui avait dératé. Pour moi, c'était la vie entière qui tremblotait de manière incontrôlable. Un très très beau extrait de Par mon fils, va au loin et grandit. Mais par mon fils, va au loin et grandit, c'est aussi également ce que je pourrais appeler une façon de se dire en fait que de poser l'angle de l'immigration autrement. C'est de se dire à côté, parce que la plupart des ouvrages qui traitent de la problématique de l'immigration ou de l'écriture migrante, c'est tout simplement le côté qui est plus accentué sur les sans-papiers, sur le côté qui est accentué sur l'immigration des personnes qui sont à la recherche de l'avoir. Et ici, on a toutes les choses qui sont conjuguées, à la fois ceux qui partent pour l'avoir, ceux qui partent pour le savoir et ceux qui partent également pour le pouvoir. Parce qu'on se rendra compte, en fait, l'être
humain est une entité totale, il n'est pas neutre, et par conséquent, si on veut parvenir à une meilleure compréhension de soi, il faut que les horizons puissent être ouverts, il faut que la plume puisse exhumer au très fond même de notre personnalité, même les choses qui paraissent très difficiles à parler, le côté, notre sexualité. Dans ce livre de Joss, tout est dedans. Et la manière la plus intelligente, je vous ai dit tout à l'heure le prologue, et qui me paraît important et qui justement a réconforté ma position et qui m'a motivé dans une certaine mesure à vous parler de Joss de Gênes, c'est plutôt la fin. Joss est intelligent. Je le savais, j'en avais l'intuition, mais je n'étais pas aussi sûr de son intelligence. Et cette intelligence se déploie justement dans ce livre. Par mon fils, va au loin et grandit. Ce que vous pouvez rater, la technique qui est intéressante dans ce livre, c'est de se dire que je peux ne pas lire tous les livres, mais il me suffit justement de lire l'épilogue, qui est une espèce de mail, ce que je pourrais appeler dans une certaine mesure une lettre, qu'il adresse à sa petite sœur, je ne sais pas si c'est sa sœur jumelle ou sa petite sœur en réalité, et une lettre qui contient une espèce de résumé de tous les livres. Alors, guys, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre, Par mon fils va au loin et grandit. Un ouvrage qui est très intéressant, dont vous trouverez certainement certaines réflexions et certaines problématiques qui vous diront un peu plus ou pas. Par mon fils va au loin et grandit. Joss de Gênes, édition Athéna. Je rappelle que ceux qui vivent en France peuvent l'avoir. Il suffit juste de vous rapprocher de l'auteur qui, sur sa page Facebook, ou peut-être de vous retrouver, ou peut-être contacter moi. Je pourrais naturellement vous filer ses coordonnées, soit son courriel ou tout simplement son numéro de téléphone. Abdoulaye Segassi, bonsoir le jeune frère. Alors, deuxième livre de Maktar Sarr, Itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit. Maktar extraordinaire, Maktar formidable. J'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir. Je l'ai lu en me disant en fait que j'aurais pu l'écrire, ou dans une certaine mesure que ces livres entretiennent des relations étroites, s'appellent. Ces livres se convoquent avec ce que moi j'écris, les fagots de souvenirs d'un étudiant sénégalais. Je vous disais, Maktar Sarr, doctorant en sociologie à l'université de Bordeaux, nous offre un magnifique ouvrage. Et ce livre, itinéraire du latin iter, qui veut dire le chemin, le parcours, la voie, donc d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit. D'après Maktar Sarr, le livre serait une sorte de, comment s'appelle, auto-analyse sociologique, c'est-à-dire le parcours de l'auteur sous l'œil tout simplement de la sociologie, mais sous l'angle, à travers l'angle de l'auto-analyse. De façon beaucoup plus simple, ou autrement dit, il s'agit pour Maktar tout simplement de mettre sa vie à la compréhension, à la lumière de ce qu'il fut, ce qu'il a été et ce qu'il est devenu actuellement. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, durant tous les livres, vous aurez l'impression de lire un essai sociologique, puisque naturellement, il y a beaucoup de citations relevant des sociologues tels que Bourdieu, Boudon, Ballet, je ne sais plus, Durkheim, tous sont convoqués dans ce livre pour pouvoir expliquer pourquoi certains élèves sont meilleurs, d'autres ne le sont pas, pourquoi certains réussissent, d'autres ne réussissent pas. En gros, ceux qui réussissent, en fait, on a comme l'impression qu'ils sont du côté de la reproduction sociale. À côté, il y a des espèces de rebelles qui décident, à la place de la reproduction sociale, de faire ce qu'on pourrait appeler une ascension sociale. Alors, et Maktar convoque trois éléments qui me paraissent intéressants dans ce livre. C'est de se dire, de convoquer le capital économique, le capital culturel et le capital social. Mais comment se comprendre si on ne remonte pas très très loin de nous, si on ne fait pas appel à tous ces êtres qui nous ont permis d'exister. Et Maktar le fait de façon extraordinaire. Il va convoquer la figure de la grammaire maternelle. Et il dira quelque chose qui me paraît fondamental,
La grand-mère maternelle n'est pas instruite. On dirait d'une façon beaucoup plus bienséante, c'est un illettré, non pas un analphabète. Et il convoque également la figure maternelle. Mais il convoque l'environnement dans lequel il a évolué durant sa période, son enfance en fait, Gossas, que très peu d'entre vous peut-être connaissent ou peut-être ne connaissent pas du tout, mais pour le situer de façon géographique, c'est comment s'appelle dans la région de Fatick, et c'est le département, un des départements de la région de Fatick, dont moi-même j'ai eu à faire mes études, la plupart de mes études là-bas. Alors, en convoquant la figure maternelle, on convoque également la figure paternelle. Papa chauffeur, maman ménagère, on ne sait pas réellement ce que veut dire ce terme ménager, se fait-elle des ménages ou de son ménage. Donc, et Mactar va raconter tout simplement quelque chose qui me paraît très intéressant et dont moi-même je vous avais lu un extrait qui permettait, où il raconte justement sa double vie. Une vie qui est peut-être marquée par, comment dire, par l'outil de travail des champs tabac et tout simplement, comment dire, et l'école. Donc je cherche, comment s'appelle, l'extrait pour vous le lire, puisque je n'ai pas le livre avec moi. Voilà ce que dit Mactar. Mes débuts à l'école primaire furent des moments très spéciaux de ma vie, car ils marquent une transition entre deux lieux qui ne se parlent pas forcément. Les champs avec le tabac et l'école avec la plume. Il me fallait une reconversion de moi-même qui n'était pas facile, car j'étais entre deux forces socialisatrices qui s'opposaient historiquement. Le tabac, outil de travail de la terre qui représente une valeur traditionnelle africaine, et l'école française qui représente les valeurs, l'école française qui représente les valeurs et la pensée occidentale. Cette opposition de deux mondes différents, je l'ai comprise au cours de mon parcours au collège avec la découverte du très célèbre roman L'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Clin d'œil à Ndeye Fatou Kane qui est sa petite fille. Et c'est un extrait qui est tiré du livre dont je suis en train de vous parler, Itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit. Mais Itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit, c'est tout simplement aussi un hommage que l'écrivain ou l'auteur Mactar Sarr rend à sa mère, qui est simplement la figure héroïque dans ses livres, puisque Mactar s'est défini à travers sa mère, ne peut exister que par elle, et que c'est en ce sens même que cela donne ne serait-ce une importance capitale pour le verbe construire. Ma mère m'a construit dans une certaine mesure, c'est suppose qu'elle m'a transmis la vie. Ma mère m'a construit, suppose, puisque quand on est également, on hérite, de plusieurs valeurs. Hein. Le prénom, ce sont les parents qui le décident, l'environnement dans lequel on décide, le programme éducatif, ce sont les parents qui le décident. Donc ma mère m'a construit, c'est également cela, c'est-à-dire c'est le capital culturel qu'on a, mais qu'on acquiert par le biais tout simplement de notre environnement, par le biais de nos parents. Ma mère aussi m'a construit. C'est tout simplement l'abnégation, le courage qui est déployé par l'auteur pour arriver à la réussite. Et pourtant, dans Itinéraire d'un vieux jeune homme, Mactar Sarr est très sincère. Il relate ses échecs, d'abord en échouant pour la première fois pour le brevet, mais il explique dans ce cas-là comment il en est arrivé à cet échec. Et Mactar Sarr révèle quelque chose qui me paraît très intéressant. C'est d'abord, dans une première mesure, il dit l'année de troisième a coïncidé avec une période très difficile. Son papa est victime d'un accident de la route, puisque chauffeur. Il est, lui qui représentait un peu le capital économique de la famille, il est out. Donc,
les co-épouses de sa mère sont obligées de s'organiser pour assurer la survie quotidienne. Mais le fait est que la maman de Mactar décide tout simplement de mettre son fils à l'école, va créer une espèce de gêne dans la famille, puisque le père n'est pas d'accord pour l'envoi de Mactar Sarr à l'école. Donc, avec cet événement malheureux qui s'ajoute, la mère décide tout simplement de retourner chez sa grand-mère dans son village natal. Et le départ de la grand-mère va provoquer une espèce de tristesse dans la vie de l'auteur, puisqu'il ne se voit pas sans sa mère, la mère qui représente tout pour elle. La mère qui lui a donné la vie, la mère qui est la source de motivation, la mère qui est la source de sa réussite, donc la mère qui est éventuellement la figure centrale, le nœud même de cet ouvrage. Alors, Mactar Sarr va quitter Gossas Fatick, il va se retrouver à Dakar. Et à Dakar, il mènera une vie très très compliquée, une vie très difficile. Et cette vie, elle sera souvent peuplée aussi par de nombreux déplacements, comme nous l'avons eu à constater dans Par mon fils, Voix au loin et Grandit. Mactar Sarr va basculer de famille en famille, donc l'anonymat est gardé pour essayer de sauvegarder un peu la vie de ces personnes qui se retrouvent un peu dans l'itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit, donc, mais qui se dit, je ne suis pas un élève intelligent, mais je sais d'où je viens, je connais mes capacités, mes potentialités, et par conséquent, la seule chose que je m'exige, c'est de réussir à tout point de vue pour relever ne serait-ce la tête de ma mère. On se retrouve dans une espèce de sociologie africaine où toute action n'est jamais le fruit, ne s'inscrit pas dans une dynamique personnelle. L'action conduit toujours, ou fait appel de façon consciente, de façon réfléchie à la communauté dans son sens le plus étendu. Mactar Sarr est conscient d'une chose, toute réussite, à l'école, est aussi une ascension sociale pour sa mère. N'oublions pas qu'il est issu d'un père polygame, qui n'a jamais fait les études, né vers les années 30, et lui, dans des conditions, une situation sociale plutôt modeste, pour ne pas dire difficile. Et Mactar Sarr se découvre à travers les difficultés de la vie, mais il va se découvrir aussi à travers les difficultés, à travers aussi également la littérature et la plume. Ne vous avez-je pas dit tout à l'heure que de la même façon que Jos de Gênes se déplace, que ce soit en France, que ce soit en Espagne, que ce soit en Angleterre, la plume également se déplace, et la plume en se déplaçant part d'un genre littéraire à un autre. Et de cette même façon, le déplacement de Mactar Sarr, que ce soit de Gossas à, comment dirais-je, à Dakar, c'est aussi le déplacement d'une personnalité vers une autre qu'il va découvrir, c'est-à-dire un amoureux, un passionné des mots, un passionné de l'écriture, d'abord de la lecture. Il découvre Jean-Paul Sartre, comme il le dira, et il découvre aussi une autre figure qui est tout simplement Aimé Césaire. Aimé Césaire, de ce qu'il comporte d'un homme révolté, d'un homme qui, en ce petit matin, disait « je va-t'en, gueule de flic, gueule de vache, punaise de moignon, je déteste ces larvons, etc. » Aimé Césaire, cet homme qui porte en lui et qui se veut ambassadeur du peuple noir, et pour apprêter une autre expression même de Elgas dans, Un Dieu des mœurs, qui se définit comme étant le porte-parole d'un peuple. Et la découverte tout simplement de la littérature est aussi une découverte d'un autre pan de sa personnalité, mais aussi c'est ce qui va l'influencer plus tard dans ses choix futurs. Puisque l'homme, en découvrant la littérature, en devenant un assidu lecteur, deviendra plus tard un écrivain, et il pondra de façon magnifique deux livres, L'Afrique en feu, Poésie, Itinéraire d'un vieux jeune homme, dont je suis en train de vous expliquer. Je crains tout simplement de ne pas pouvoir arriver à bout de mes explications, parce qu'il me reste encore quelque chose il me reste à parler de deux auteurs. Et je crois, je commence à m'éterniser. L'objectif, ce n'est pas de s'étendre. La dernière fois, je n'ai pas pu me contenir en faisant 1 heure. Cette fois-ci, j'éviterai tout simplement de vous infliger cette douleur, cette souffrance, en étant aussi lent.
Si j'arrive déjà à parler de ces deux livres de façon très large, ce sera déjà quelque chose. Et peut-être les deux autres attendront pour le prochain numéro. Parce qu'aujourd'hui, il me paraît très intéressant de pouvoir parler d'un livre à la lumière d'un autre, parce que on pourrait naturellement appeler ça de l'intertextualité, mais c'est une façon de dire en fait la même problématique peut être toujours traitée de façon différente par deux auteurs, parce que chacun le fera en fonction de son expérience, chacun le fera en fonction des émotions ressenties, chacun le fera en fonction de ce que sa plume est capable d'offrir comme subtilité, pour emprunter un peu l'expression de Marcel Legault, la densité de la famille. Exactement. Alors, déplacement de Maktar réussi à son bac, c'est la deuxième réussite et ses parents sont tout à fait contents. Mais Maktar, c'est un vaillant, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Alors, avec ses nombreuses aptitudes en histoire et en géographie, sa maîtrise et sa passion pour la littérature, de façon inattendue, Maktar décide d'immigrer en France pour continuer ses études, pour y faire ses études supérieures. Il débarque à Poitiers, voilà, une ville assez perdue de la France, pour y devenir poitevin. Ça, un mot qui m'a toujours paru bizarre, mais bon, c'était la petite touche de blague de ces lives. Et Maktar arrive en France, c'est toute la communauté comment s'appelle, est au courant de sa réussite figurante au bac. Maktar qui gagne des concours de poésie organisés, il me semble, par l'ANSI, l'Agence nationale pour la promotion, je sais quoi, de la citoyenneté au Sénégal en classe de première, qui naturellement échoue au concours général, mais ce qui n'est pas assez grave, parce qu'au regard des conditions sociales dans lesquelles il vivait, on pouvait s'attendre à ce qu'il puisse avoir cet échec. Mais ce qui est intéressant dans la plume de Maktar, c'est comment on célèbre l'échec, et c'est comment on... Excusez-moi, c'est ma connexion qui déconne. Voilà, c'est une façon de me dire, t'as trop longtemps parlé, tais-toi maintenant. Non, mais je vais finir sur la note de Maktar. Comme ça, voilà, je vous souhaite un agréable week-end avec des bénédictions en un peu finalement, pas en tant que croyant, mais en tant que personne dotée d'un humanisme primaire. Donc, Maktar est arrivé en France, et là, bonjour les dégâts, tout comme Just Dogène dans Par mon fils va au loin et grandit, la situation comment s'appelle, économique ne permet pas tout simplement d'avoir une stabilité des études. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui me paraît fondamental. Et ça pourrait s'adresser, on peut adresser ça, à cette note-là, à tous les étudiants qui vivent en France ou en Occident. C'est qu'en réalité, ce qui va faire la réussite d'un étudiant en France, ce sera plus le mental qu'autre chose. Parce que la plupart d'entre eux qui viennent ont d'abord des aptitudes intellectuelles avérées, puisque voilà, ils ont eu à passer des examens et des concours qui attestent ne serait-ce la maîtrise d'un niveau, ne serait-ce. Mais il y aura très peu de gens qui vont aller au sommet, des gens comme moi, il faudra le dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il arrive à Poitiers, après son inscription, Maktar se rend compte qu'il lui reste 100 euros. Et 100 euros, il ne peut vivre que 13 jours dans un établissement destiné pour les travailleurs sociaux, les personnes d'une bourse légère. Et à partir d'un moment, les difficultés s'accumulent. Maktar ne sait plus où se donner la tête et il décide tout simplement d'entretenir une conversation, une correspondance à un ami qu'il a longtemps encouragé quand les difficultés s'accumulaient au Sénégal. Et je m'envie vous lire ne serait-ce une réponse de ce que l'ami lui a dit quand les difficultés financières ont commencé à se multiplier et que l'auteur ne savait plus à quel sein vouer. J'ai reçu ton mot en guise de réponse, je ne dirai pas plus que ce que j'ai eu toujours à te dire et ce que je dirais à toute personne me demandant des conseils face à une situation. Parfois la vie nous réserve des surprises. Des fois elles sont belles, mais la plupart du temps elles nous poussent vers la démission. Ces démissions, loin d'être la solution, constituent un symbole fort de la victoire de Satan et de tous ces jaloux qui pullulent autour de nous.
Ces jaloux qui, c'est vrai, nous caressent aujourd'hui dans le sens du poil, mais qui n'attendent que nos échecs pour tirer à boulet rouge sur nos modestes personnes. Souviens-toi de toutes les vociférations qu'avait suscité ton envie de poursuivre tes études à Dakar, alors que le niveau même existait à Gossas. Ta réussite au bac leur a cloué le bec. Imagine seulement si ta famille sentait une fois chez toi une envie de baisser les bras. Maktar, tu constitues l'espoir de toute une famille. Tu dois te battre, quitte à te sacrifier toi-même. Je sais que tu peux le faire. Tu es en mesure de le faire et rien ne t'empêchera de le faire. Tu m'excuses, mais je suis en train de perdre mes mots, car tes mots m'ont beaucoup touché. Mais tiens bon, l'avenir appartient à ceux qui sont patients. Si je peux faire quelque chose, fais-moi signe. Maktar Sarr. Très belle très belle épître. Hein? Et je disais, pour faire un peu un parallèle à Par mon fils va au loin de Just Desjeunes, de la manière dont ces deux ouvrages se répondent. Là, c'est le mailing, l'autre, c'est le, comment ça s'appelle, c'est la correspondance. La poésie qui non seulement aussi n'est pas absente, dans l'itinéraire d'un vieux jeune homme, ma mère m'a construit, mais il y a quelque chose qui me paraît fondamental hein, dans les deux ouvrages, c'est qu'on se rend compte en fait l'être et bah, il y a ma batterie qui est faible. Donc je finis naturellement sur cette chute. Donc l'être humain est comment s'appelle un personnage très difficile à maîtriser. L'on ne se le connaît pas comme on le prétend. Et on a besoin, l'écriture revient dans cette espèce, comme je le disais, permet tout simplement d'exhumer une vie, de l'enterrer, de la ressusciter. Et ces vies qui sont enterrées, c'est également la grand-mère qui est partie, qu'on ne connaît pas. Cette vie qui est exhumée, c'est celle d'une mère à côté d'un polygamie qui fait ravage au Sénégal, il faudra le dire, et d'une mère qui porte en elle tous les fardeaux, mais qui déploie la force du silence et qui n'attend qu'un seul jour, son fils puisse triompher. La réussite étant au bout de l'effort, Maktar Sarr aura l'impression tout simplement qu'on peut avoir un capital économique faible, on peut avoir un capital social faible, mais ce qu'il faut, qu'un capital culturel faible, mais il faut un capital social, peut-être un capital social faible, mais la détermination, l'abnégation, la discipline, comment ça s'appelle, le travail assidu, l'esprit de méthode peuvent conduire à ce qu'une personne puisse conjuguer, c'est ici vers l'ascension sociale et décider tout simplement de rompre avec la reproduction sociale. En réalité, Maktar Sarr le dit de façon très très exacte, l'école derrière cette envie de nous paraître tous égales, j'ai envie de dire, l'école aussi dans une certaine mesure montre nos disparités, l'école montre tout simplement les inégalités qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce les intelligences ne sont pas les mêmes, il n'y a qu'à s'apercevoir lors tout simplement d'un contrôle, on a comme l'impression souvent que cette école sénégalaise telle que réfléchie par Jules Ferry, c'est l'école des meilleurs, c'est l'école qui ne prend pas en compte tout simplement ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier d'intelligence périphérique, parce qu'ils ne vont jamais s'approcher du noyau central. Et en réalité, l'école élimine plus qu'il ne fédère ou qu'il appelle. Et je voulais terminer sur cette note. Malheureusement, ma batterie est faible. Mais je reviendrai naturellement. Je m'excuse auprès de Ouzan Chombiano, je m'excuse auprès de Maktar Diop. Je parlerai naturellement de souffle. Souffle, j'ai énormément de choses à vous dire. En attendant de la pluie et du beau temps, j'ai aussi énormément de choses à vous dire. Je vous appelle juste à une chose. Aujourd'hui, et je finirai naturellement, c'est une digression que je m'en vais faire, en parlant tout simplement de la question du voyage, puisque l'objectif c'était à la fin, c'est d'arriver à cette chute qui est une espèce de hors-sujet, mais qui permet de replacer les deux œuvres dans un contexte d'actualité. Aujourd'hui, nous assistons à nos frères qui sont vendus en Libye, qui sont réduits à l'esclavage. Le monde africain ou le monde noir est secoué, ces intellectuels portent le combat, ces figures, comment on s'appelle, les plus charismatiques sont en train de se battre. À côté est en train de se déployer un silence énervant.
un silence médiocre, un silence, comment dirais-je, un silence qui mériterait, je sais pas, j'ai envie d'être vulgaire, justement. Mais, naturellement, ce combat pour nos frères qui sont en Libye, c'est d'abord un combat pour la dignité humaine. C'est un combat pour la restauration de la vie. C'est un combat pour le respect d'une vie parce qu'elle est sacrée, elle vient de Dieu et nul n'a le droit de la réduire dans son expression la plus vile, dans son expression la plus simple. Et l'esclavage tel que nous l'assistons ou tel que on est en train de le vivre en Libye est quelque chose de condamnable. Mais en réalité, ce qui est condamnable, et le dit, pourquoi c'est Dias a quitté son pays? Pourquoi Martassar aujourd'hui vit en France? C'est parce que quelque part, les gens partent non pas parce qu'ils sont toujours animés, je n'aime pas l'expression Eldorado, parce qu'il y a bon nombre de ces gens-là, quand ils viennent en France, ils savent qu'ils ne vont pas au paradis. Ils le savent bien. De toute façon, pour aller au paradis, il faut d'abord espérer mourir. Quand on ne meurt pas, on peut pas, il n'y a pas de paradis sur terre, parce qu'aucune vie n'était aussi simple. La vie, c'est un combat qu'il faudra gagner. C'est un combat où, à chaque moment, comme le dit Joss, où nous sommes appelés à être sur le ring, de donner des coups et d'en recevoir pleinement en pleine gueule même, je dirais. Et aujourd'hui, ce qui est déployable, ce que je ne comprends pas, le grand frère Samitiak est en train de le manifester autrement, j'avais comme l'impression que nos intellectuels africains, que ce soit Felwine Sarr ou que ce soit les autres, ont une espèce comment s'appelle, d'une attitude que je n'arrive pas à comprendre. Et cette attitude, c'est tout simplement, c'est des intellectuels qui se placent dans la réaction, mais jamais dans l'action. Je m'explique. Aujourd'hui, il a fallu que tout simplement une journaliste puisse publier une vidéo montrant des Noirs qui sont réduits en esclaves pour que tout le monde entier soit secoué et que ce combat débute toujours de façon extraordinaire par les réseaux sociaux qui ont contribué quand même à une libéralisation de la parole, et qu'elle soit intelligente ou pas, une parole peut-être sous l'emprise de l'impulsion, de la colère, ou de la parole qui peut être apaisée, construite, réfléchie. Il y a la première interpellation. Aujourd'hui, nous disons que pourquoi ce fait qui arrive, l'Occident ne s'active pas? Pourquoi l'Occident l'Occident ne diffuse pas en fait ces images-là dans leurs médias? Et j'ai juste envie de répondre à ces gens-là, même pas à l'existence. C'est à voir exactement, Albert, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a l'existence d'un paradiso? C'est ça en fait. Ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas à chaque fois quand il nous arrive quelque chose, ce que je veux dire en fait, on peut tout soutenir dans la vie sauf l'inconséquent. Nos frères sont réduits en esclavage en Libye. Pendant ce temps-là, nous dénonçons le phénomène, mais en même temps, nous demandons de l'aide aux Occidentaux pour qu'ils en parlent. Et c'est malheureusement dommage quand j'entends à chaque fois qu'un noir est invité sur un plateau télévisé, qu'il s'agisse de Ahmed Silla, qu'il s'agisse de Gradure, qu'il s'agisse des personnalités noires, on les interroge sur la question parce ils sont des noirs. Et parce qu'ils sont des noirs, ils se sont tenus de dire quelque chose sur la question. J'ai juste envie de vous dire, soyez conséquents avec vous-même. Soyez conséquents avec vous-même, cela veut dire tout simplement, nous ne pouvons plus être dans un paradigme de réaction si tout simplement nous voulons que nos frères aillent mieux. C'est d'abord en interne qu'il faudra commencer, parce que comme le dit le père Lebré dans le Populorum Progressium, le développement est d'abord quelque chose d'endogène. Son point de départ, c'est l'homme, et le point d'arrivée, c'est l'homme, et encore une fois, c'est l'homme qui se développe. J'ai vu beaucoup de gens parler sur la question en mélangeant le fait qui est la réduction des Noirs en esclaves et une confusion du problème en l'amenant vers un côté religieux. J'ai envie de dire tout simplement, ce qui se passe en Libye est purement un phénomène d'hommes qui sont plutôt animés d'un souci mercantile, quitte à ce que l'homme, ce qu'il y a de mieux dans cette humanité, ce qu'il y a d'exaltant, puisque portant en lui la raison,
puisse être dépossédé même de sa raison, juste pour l'argent, le pécule. Je trouve ça, comment ça s'appelle, très honteux. Et par conséquent, ce à quoi j'appelle tout simplement d'abord les intellectuels, c'est tout simplement de pouvoir être assez, comment s'appelle, d'être assez sincère avec eux-mêmes, d'être sincère à l'endroit des politiques sociales et culturelles qui sont mises sur, voilà, qui sont dans nos pays respectifs. Et cette jeunesse qui non seulement qui est réduite en esclaves en Libye, cette jeunesse qui part, cette jeunesse qui se noie sur les côtes atlantiques, c'est aussi également non seulement la force qui s'en va, mais c'est également des projets, des rêves qui sont décimés. Et je crois aujourd'hui la responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de se regarder et de se dire la vérité. Je n'ai pas besoin qu'une chose se passe et de dire à l'Occident, pourquoi vous ne parlez pas de ce problème? Ce problème est d'abord un problème de la dignité humaine. C'est d'abord un problème des Noirs. Et nous n'avons pas besoin tout simplement que les médias occidentaux en parlent pour que l'affaire puisse avoir un tollé. En réalité, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Et il faudra le dire. Et c'est ce qui est déplorable. Aujourd'hui, moi, je vous ai dit, je m'inscris dans une action qui est tout simplement la promotion des belles lettres sénégalaises. On parlera justement de ces jeunes Sénégalais. On parlera naturellement des jeunes Africains qui sont en train d'écrire des choses qui sont formidables. On parlera de tous ces penseurs qui veulent repenser l'Afrique, l'orienter vers un chemin qui puisse être le meilleur et un chemin dans lequel tout le monde pourra se retrouver. Alors j'ai assez parlé, je vous souhaite un très bon week-end, que la paix du Seigneur soit avec vous, que voilà, que là où vous êtes, voilà, nek len ci jàmm yéen ñëpp, et puis voilà, ba salaam ba beneen yoon quoi, jaajëfate.